Bonjour à tous, il est 18 h, c'est l'heure de votre journal sur 8 Mont-Blanc au sommaire de cette édition du jeudi 11 juin 2020. Le coronavirus circule toujours, mais les patients sont de moins en moins nombreux. 6 actuellement sont hospitalisés dans les hôpitaux du pays du Mont-Blanc. Sébastien Germain s'est rendu dans l'hôpital de Sallanches ce jeudi pour faire le point. La saison estivale commence doucement et dans certaines communes, les touristes arrivent. C'est le cas à Arit, dans les Bauges. Mais quand les vacanciers ne respectent pas les lieux, les habitants de la commune se mettent en colère et dénoncent des agissements irrespectueux. La date du 15 juin sonne le début de l'ouverture des frontières entre la France et ses pays voisins, dont la Suisse. Dans les transports en commun, les mesures sanitaires vont bien évidemment rester en vigueur. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément harmonisées entre la France et la Suisse et cela donne lieu à des situations pour le moins incongrues. Victoria Lopez a interrogé Christian Dupessé, le président de l'agglomération annemassienne, à ce sujet. On vit sur le même territoire, c'est le même bassin de vie, c'est le même bassin d'emploi. Et donc le fait de passer de cette frontière est tout à fait naturel. On voit des choses étonnantes aujourd'hui. On voit des gens qui mettent le masque jusqu'à la frontière, y compris que ce soit dans le tram ou dans l'Léman Express, et puis qui l'enlèvent en passant la frontière, ou qui le remettent dans l'autre sens. C'est absurde, en effet, c'est absurde. On voit la difficulté de mesurer 1 mètre d'un côté et 2 mètres de l'autre. C'est aussi absurde. On a besoin de décentraliser la prise de décision sur des mesures qui concernent la vie quotidienne. Il faut prendre des mesures, barrages, il faut prendre des mesures barrières. C'est important dans une période comme la nôtre. Laissons les collectivités locales, qu'elles soient suisses ou françaises, en débattre. Et puis, on peut les faire valider, bien sûr, par nos États respectifs pour montrer qu'il y a une vraie cohérence. Mais c'est quand même bien ceux qui vivent sur le terrain qui sont le mieux à même de décider. Avec 165 patients Covid-19 hospitalisés pendant cette crise sanitaire du coronavirus, les hôpitaux du pays du Mont-Blanc ont dû s'adapter pour accueillir et mieux soigner les malades. Aujourd'hui, alors que la pandémie de coronavirus est dans une phase descendante, les services retrouvent un rythme plus souple malgré la crainte d'une résurgence épidémique. Une conférence de presse était organisée ce jeudi pour faire le point sur l'après-Covid-19. Les précisions de Sébastien Germain. Après 2 mois très intenses, les hôpitaux du pays du Mont-Blanc retrouvent petit à petit un fonctionnement quasi normal. Et même si les règles de distanciation et les gestes barrières sont encore bien présents, les pics de surfréquentation et les risques de saturation appartiennent désormais au passé. Et sur le site de Sallanches, la crise liée à la pandémie de Covid-19 a dans l'ensemble été bien gérée, malgré 23 décès au total. Le plus compliqué, ça a été les plus rapides, paradoxalement, ça a été de se réorganiser. C'est-à-dire que les gens ont dû changer de service, ont dû changer de métier, ont dû changer de manière de faire du jour au lendemain. Et c'est ça qui n'a pas été évident pour les équipes. Tout le monde a été dans le même sens, il y a eu une même volonté d'avancer. Tout le monde a souhaité aider pour le Covid. Et aujourd'hui, on a une communauté hospitalière qui porte bien son nom. Je pense que la population du territoire, Sallanches, Chamonix, Cluses, peut être fier de ses hospitaliers publics. Exemple avec le service des urgences, symbole malgré lui des problématiques inhérentes à cette crise sanitaire. Sur cette période sous tension, le service a vu passer au total près de 800 patients Covid ou en suspicion Covid-19. C'est un soulagement de refaire corps ensemble avec l'équipe puisqu'on a été séparés, une partie de l'équipe, un bon moment pendant presque 2 mois avec notre sectorisation à l'intérieur des urgences, du secteur haute densité virale Covid et puis les urgences habituelles qui fonctionnaient. Donc là maintenant on fait à nouveau corps et on est prêt en effet à affronter d'autres projets et d'autres épreuves. Ouais. Alors que le pire a semble-t-il été évité, cette crise a profondément bouleversé l'équilibre déjà chancelant du monde hospitalier. Le monde d'après devra en tirer les conséquences. Le point un petit peu plus négatif, c'est quand même le manque de préparation de notre système de santé à cette épidémie. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Là, je pense qu'il va falloir plus anticiper ce type d'épidémie. Et puis, il va falloir donner des moyens à l'hôpital, bien sûr, pour qu'il puisse continuer à assurer ses missions. Et pour reprendre les propos de Michel Morisseau, le président du conseil de surveillance des hôpitaux du pays du Mont-Blanc ce jeudi matin, la gestion de cette crise peut se résumer en 3 mots. Partage, respect et solidarité.
Et Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était présent ce jeudi auprès du personnel soignant des hôpitaux du pays du Mont-Blanc sur le site de Sallanches. Il en a profité pour annoncer que la région Auvergne-Rhône-Alpes va se mobiliser financièrement auprès d'une dizaine de centres hospitaliers pour un montant total de 15 millions d'euros. Les hôpitaux du Mont-Blanc recevront, eux, une subvention de 400 000 euros. On écoute Laurent Wauquiez au micro de Sébastien Germain. On pense à eux quand il y a la crise, mais il faut penser à eux après. Et surtout avoir la reconnaissance. On est ici sur un hôpital qui a été absolument modèle. Ce qu'ont fait les équipes de l'hôpital de Sallanches, Chamonix-Mont-Blanc est exceptionnel. Non seulement ils ont eux-mêmes fait face à ce qui s'est passé ici, ils ont complètement décloisonné tous les services pour traiter au mieux, mais en plus ils ont accompagné en se déployant parfois sur le Châle, parfois sur des EHPAD. Et ils ont complètement changé leur façon de travailler, y compris même avec des risques personnels. J'étais en échange avec un des docteurs du centre qui lui-même a été contaminé sous assistance respiratoire et ensuite, dès qu'il était soigné, il est revenu pour continuer à faire sa mission. Ça, je ne veux pas qu'on l'oublie. Et maintenant que la crise est un peu plus derrière nous, il faut aussi avoir la reconnaissance. Donc au niveau de la région, on a décidé de mettre en place un programme d'aide pour nos centres hospitaliers pour sortir un certain nombre de projets. Ce n'est pas des grandes choses, mais c'est des choses qui vont améliorer leur travail au quotidien et améliorer notre offre de santé. Ici, par exemple, on va financer la mise en place d'une consultation avancée à Chamonix, ce qui sera adapté y compris avec, bien sûr, la pratique de la montagne qui est si caractéristique de cette vallée. Et puis, la deuxième chose sur laquelle je veux aussi qu'on puisse travailler, qui est ma façon à moi de leur dire merci, c'est accompagner le projet de rénovation du SELF et la création d'une salle de détente qui est destinée aux équipes soignantes. En avril 2020, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A en France enregistre sa plus forte hausse, plus 22,6%. Alors qu'en est-il dans nos départements et plus particulièrement en Savoie? Pour le savoir, nous sommes en ligne avec Nicolas Fayet, directeur Pôle emploi de Savoie et de l'Ain. Bonsoir. Bonsoir. Combien y a-t-il de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en Savoie aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, à fin avril, plus précisément, 26 140 demandeurs d'emploi sont inscrits dans ce qu'on appelle la catégorie A, les demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi à plein temps, et 36 780 en catégorie ABC qui regroupe toutes les catégories. Donc, une forte augmentation qui est d'ailleurs supérieure au niveau national du fait de l'impact des saisonniers. Est-ce que cette augmentation est plus forte que l'augmentation nationale? Oui, elle l'est, mais il faut vraiment la contextualiser par rapport à la problématique saisonnière. Les saisonniers seront venus s'inscrire cette année plus tôt que les années précédentes, habituellement fin avril et début mai. Et donc, on a eu un impact plus fort, mais qui, on l'observe déjà sur le mois de mai, le début juin, beaucoup moins d'inscriptions. On va dire que les demandeurs d'emploi qui devaient venir s'inscrire l'ont fait un peu plus tôt sur notre territoire. Et puis, on a surtout l'effet de saisonniers qui ne s'inscrivaient pas dans la perspective de la saison d'été, avec le manque de visibilité, sont venus s'inscrire et donc on grossit le nombre des demandeurs d'emploi en Savoie. Alors comment s'est passé le suivi des personnes inscrites à Pôle emploi pendant le confinement et comment est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Alors pendant le confinement, on a pu continuer d'abord à traiter les demandes d'allocation des demandeurs d'emploi, ce qui était primordial. Il ne fallait pas qu'on mette nos concitoyens dans une situation délicate par rapport à leur indemnisation. On a pu traiter 90% des demandes d'allocation dans un délai inférieur à 21 jours, donc ce qui est notre cible habituelle. On a donc pu le faire. Et surtout, on a pu maintenir les contacts téléphoniques et à distance et également en visio avec tous les demandeurs d'emploi. Et on a pu répondre là aussi avec un taux de réponse supérieur à 90% à toutes les sollicitations, en mettant bien évidemment nos collaborateurs en télétravail pour la totalité et en organisant des rotations de portables. Nous n'en avions pas suffisamment pour l'ensemble des collaborateurs, mais on a pu faire face. Et alors, pour demain, enfin et aujourd'hui, on reçoit aujourd'hui les demandeurs d'emploi sur rendez-vous. Alors, ils peuvent se présenter aussi à l'agence et par le biais d'un vidéoportier, on examine leurs demandes. On renvoie quand même le plus possible vers les services à distance chaque fois que c'est possible. Sinon, nous fixons des rendez-vous, en particulier pour les inscriptions, pour le traitement de dossiers sensibles en termes d'indemnisation et puis pour toutes les situations de personnes qui n'auraient pas accès à Internet et qui auraient besoin d'utiliser nos outils en libre accès. Alors, quelles sont les offres d'emploi que l'on retrouve sur le marché du travail en ce moment? Et puis, comment se porte aussi le marché du travail en ce moment en Savoie? Alors, on va partir sur des éléments plutôt positifs. On a une agréable surprise avec une augmentation dans les 10 derniers jours liée à peu près à la date des confinements, d'une augmentation des offres d'emploi.
en particulier sur l'hôtellerie-restauration. Alors ça, c'est un signe assez encourageant pour la saison estivale. Donc, et c'est à peu près un peu moins d'un tiers des offres d'emploi qui couvrent ce secteur. On a ensuite les services à la personne, bien évidemment, le BTP, mais aussi le commerce. Donc, un dépôt d'offres. On avait eu, vous l'imaginez, une baisse notoire et puis une actualisation des offres qui étaient en cours pendant la période de confinement. Là, on est optimiste. Alors, bien évidemment, on n'est pas encore revenu à des volumes de dépôt d'offres que l'on connaissait avant cette crise. Mais soyons optimistes et espérons que les entreprises fassent appel à nos services pour trouver de la main-d'œuvre et que les demandeurs d'emploi, surtout, puissent reprendre une activité. Alors, quels sont les enjeux, finalement, pour Pôle emploi aujourd'hui ? Alors, les enjeux pour Pôle emploi, c'est évidemment maintenir l'indemnisation des demandeurs d'emploi, c'est répondre aussi aux besoins des demandeurs d'emploi. Ce qu'on a observé, c'était surtout des demandes liées à des réorientations. Alors, on fait un peu le lien avec les questions qu'ont pu se poser les personnes pendant cette période. Des projets aussi de création d'entreprises, qui, là aussi, c'est une surprise, des personnes qui se posent la question de créer leur propre emploi, peut-être lié à ce contexte. Et puis, les enjeux, c'est faire aussi face à, et ça, on ne le mesure pas, quels seront les effets de l'arrêt du chômage partiel, ou en tout cas de l'évolution de l'indemnisation du chômage partiel auprès des entreprises et quel impact sur le nombre de demandeurs d'emploi sur notre territoire, qu'on espère bien évidemment le plus faible possible, en espérant que les entreprises puissent réintégrer de la main-d'œuvre, des salariés en intérim bien évidemment, mais aussi faire appel aux demandeurs d'emploi dont les contrats n'ont pas pu être démarrés. Je pense à des contrats à durée déterminée et puis des embauches qui devaient se faire en contrat à durée indéterminée qui n'ont peut-être pas pu se conclure. Merci Nicolas Fayet pour toutes ces précisions. Je vous remercie. Bonne soirée. Voilà près d'un mois que nous sommes officiellement déconfinés. Avec le retour de nos libertés, c'est aussi le retour parfois de quelques touristes venus se mettre au vert. Dans les Bauges, cet afflux de touristes agace certains habitants car les visiteurs ne sont pas toujours respectueux des lieux. Exemple à Harit avec ce reportage de Thibaut Cordier. Que je vais donner à manger à mes animaux cet hiver entre les promeneurs ou plutôt les destructeurs. Cette lettre, c'est le dernier recours de Roland. Adressée à Grand-Chambéry et au parc naturel des Bauges, elle dénonce la vague de visiteurs autour de son village. Qu'ils comprennent un peu que, bon, à force de nous envoyer le monde, du monde, maintenant il y en a trop. Un ras-le-bol de tout ça. Maintenant, les gens, il faut qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes et puis qu'ils arrêtent de tout saccager. Installé à Harit depuis 20 ans, Roland Morand y élève des vaches à lait. L'intérêt des visiteurs pour la flore locale n'est pas nouveau, mais depuis le déconfinement, des centaines de touristes défilent et certains saccagent ces terres. Ils ne le supportent plus. Ça a un coût, hein. Quand vous allez faucher et puis qu'il y a les pierres qu'avec le matériel vous tapez dedans, vous êtes là-haut, vous redescendez là réparer le matériel. Alors c'est une demi-heure pour descendre, une demi-heure pour monter, 1 heure perdue. Temps de réparer, c'est 3 heures. Voilà. Et puis, puis ça a nos frais. Une colère que partage son amie Colette, propriétaire d'un chalet sur le plateau des Bauges. L'habitation est régulièrement détériorée. Ce chalet devient un vrai WC public. Tout le monde fait leurs besoins sur les trottoirs. On retrouve plein de poubelles, des ordures, tout. Et puis, ce qui nous intrigue maintenant beaucoup, c'est que les gens font du feu sur le trottoir devant les chalets. Donc un jour, il va y avoir un incendie, ça c'est sûr. Ce groupe d'amis se balade régulièrement sur les sentiers forestiers d'Harit. Mais depuis le 11 mai, ils doivent également partager le chemin avec de nombreux autres marcheurs. Ça a toujours été, mais là, il y a une concentration du fait de la liberté nouvelle retrouvée. Depuis 2 semaines, c'est infernal ici. Ouais, c'est-à-dire il y en a partout, là, il y a 150 voitures, on ne peut même pas se garer. Ils se garent jusqu'en haut, et enfin, pour ceux qui habitent ici, c'est pas très drôle. Harit n'est pas le seul village touché par ces désagréments. Plusieurs communes des Bauges s'indignent de cet afflux de visiteurs. Une réunion a eu lieu ce jeudi à Grand-Chambéry pour combattre ces mauvais comportements. Place à la culture maintenant dans notre journal avec le Brise-Glace, scène de musique actuelle à Annecy. Ludivine Chopard, la directrice du Brise-Glace, est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Les salles de spectacle ont le feu vert du gouvernement pour accueillir de nouveau du public. Pourtant, le Brise-Glace Annecy restera fermé jusqu'en septembre. Pourquoi, Ludivine? Expliquez-nous. Alors effectivement, le gouvernement nous a permis de réouvrir depuis les annonces de début juin. Il faut savoir que cette autorisation de rouvrir a été assortie de nombreuses conditions.
notamment celle de pouvoir, comme quasiment tous les lieux qui accueillent du public, respecter les mesures de distanciation, ce qui nécessite pour le moment que tous les spectateurs puissent avoir une place assise, un siège sur 2, en quinconce. Ceux qui connaissent le brise-glace savent que du coup ce n'est pas possible pour nous. Donc concrètement aujourd'hui, la possibilité d'ouvrir, elle existe, mais on ne peut pas tenir de concert debout, ce qui est quand même le principe même du concert au brise-glace. Donc c'est une première raison pour laquelle on n'a pas pu reprendre notre activité. La deuxième raison, c'est que depuis les annonces du mois de mars et puis les annonces qui ont suivi, on nous a très clairement dit que nos lieux étaient fermés. Donc, on a dû annuler notre programmation. Une programmation, ça se construit sur plusieurs mois d'avance. Et une fois que les artistes sont décommandés, entre guillemets, bien sûr, il n'est pas possible de les faire revenir aussi simplement. Ils sont dans des logiques de tournée, des déplacements parfois internationaux, donc ce n'est pas si simple. Et puis, la dernière raison, c'est que notre activité au brise-glace se décline habituellement de septembre à juin. On termine début, mi-juin avec la fête de la musique et on n'a pas de programmation l'été parce qu'on laisse la place à des activités plus temporaires comme les festivals. Donc de toute façon, la possibilité de réouvrir était très très limitée dans le temps. Et puis concernant les studios de répétition, on n'a pas pu reprendre cette activité non plus parce que les studios sont plutôt des endroits exigus qui ne sont pas ventilés sur l'extérieur et dans lesquels on regroupe habituellement un certain nombre de personnes qui pratiquent la musique. Ça génère quand même des situations plutôt favorisantes pour la contagion. Et du coup, on n'a pas souhaité mettre en danger à la fois nos usagers et nos équipes. Et donc, on travaille actuellement sur des mesures techniques pour adapter les studios à la reprise en septembre si les mesures de distanciation doivent perdurer. Alors justement, comment vous travaillez en ce moment sur ces mesures sanitaires? Qu'est-ce que vous mettez en place au brise-glace? Alors, on est concerné par la plupart des mesures que les Français connaissent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut porter un masque quand on est en contact avec le public, il faut se distancier même quand on travaille, on a réorganisé nos temps de travail pour ne pas trop se croiser, on a mis en place des protections en plexiglas pour les bureaux qui vont accueillir du public à la rentrée. Évidemment, tout ce qui concerne la désinfection des espaces. Après, là où c'est très difficile pour nous, c'est surtout ce qui concerne vraiment la distanciation parce que c'est un lieu qui n'est pas prévu pour ça. Donc, distancier les gens dans nos espaces de circulation, au bar, dans la salle, c'est très difficile du fait de la configuration. Donc, c'est pour ça qu'on espère que d'ici septembre, ces mesures-là seront assouplies si le contexte sanitaire le permet, bien sûr, parce qu'on n'est pas en mesure de répondre de façon aisée à toutes les contraintes du moment. Un mot quand même sur la programmation de septembre, puisqu'on a envie de rêver et puis on a bien sûr hâte de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qui va se passer au brise-glace en septembre ? Alors, effectivement, nous, on est parti sur une reprise d'activité, on va dire, ouverte au public en septembre. Là, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on poursuit quelques activités, notamment en lien avec les publics scolaires, qui sont aussi dans une démarche de retour à l'école et donc on propose différents programmes d'action culturelle. Et puis pour septembre, alors ça a été le grand jeu de domino dans les calendriers. Il a fallu qu'on réintègre le plus possible de reports parce que ce sont des artistes qu'on avait prévu de présenter au public. Donc notre souhait, ça a été de pouvoir les accueillir à nouveau. C'est pas toujours possible, notamment pour les artistes internationaux pour qui la question de la réouverture des frontières et du trafic aérien se pose pour la fin d'année. Donc on a privilégié des artistes français. On a reporté notamment les Vampas qui étaient prévus le jour de l'annonce de la fermeture des salles de spectacle le 13 mars, donc ils seront de nouveau avec nous en septembre. On a aussi reporté Loudoyon, on aura Aloïs Sauvage, on aura Borguinard aussi qui est reporté. Et puis, du coup, je ne peux pas vous annoncer tous les noms parce qu'on est encore en train de travailler avec les différents tourneurs d'artistes pour notre programmation. On a essayé quand même de garder une partie aussi des artistes qu'on avait prévu de présenter à l'automne. Donc, la programmation du dernier trimestre de l'année sera un peu plus dense que d'habitude. On espère que le public sera suffisamment en manque de concerts pour nous suivre là-dessus. Et concernant la programmation du club qui est dédiée aux groupes émergents, et régionaux, on a vraiment aussi essayé de reporter ces dates-là pour leur laisser la chance de se produire en public et pour aussi maintenir nos engagements parce que les groupes en début de carrière en ce moment sont quand même très très touchés par les différentes mesures sanitaires dans la culture. Il faut bien évidemment les soutenir. Merci beaucoup Ludivine Chopard. On se donne rendez-vous en septembre. Merci, à très bientôt. Suite et fin de notre série de la semaine consacrée aux pêcheurs sur le lac Léman. Vous le savez sûrement, les filets de perche sont une véritable tradition autour du lac. Pour le plus grand plaisir des amateurs de perche, un restaurant acier en propose sur sa carte. Reportage de Jean-Paul Crespi. Par tradition, il aurait dû réouvrir ses portes mi-mars.
En ce début du mois de juin, il laisse derrière lui 3 mois d'inactivité pour proposer maintenant à une fidèle clientèle sa terrasse ouverte sur la berge. Depuis plus de 30 ans, il suit un rituel bien établi et propose à sa carte une authentique culture culinaire régionale, les filets de perche, le poisson le plus connu du Léman. Cette année, crise sanitaire oblige, le restaurant s'est adapté. En cuisine, les gestes ne sont pas oubliés, même si derrière les masques chirurgicaux, le service est plus difficile à assurer. On est capable de faire avec des obstacles, avec des difficultés, mais c'est faire preuve d'une forme de capacité à continuer. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est une satisfaction. C'est plus encore le plaisir partagé hier qu'on avait, eux et nous, à se retrouver. On a vraiment eu cette sensation qu'ils étaient contents de revenir et nous, on a eu beaucoup de plaisir à les retrouver. En cuisine, les filets de perche sont tournés dans de la farine puis passés au tamis pour enlever tout excédent avant d'être cuits dans une poêle très chaude. Et si certains leur vouent un véritable culte, le chef n'hésite pas à préciser que pour répondre à une demande sans cesse croissante, la perche d'importation vient combler le déficit de la pêche locale. Mon père était pêcheur, comme beaucoup de pêcheurs, il est devenu restaurateur. Oui, notre histoire, c'est le bord du lac, c'est la pêche, qui s'est transformée ensuite à devenir restaurateur. Je fais ce métier depuis 30 ans, ah oui, je crois que c'était inconcevable. Ouais. De ne pas réouvrir, ça aurait été faillir, voilà. Faillir à notre histoire, à celle de nos... C'est une entreprise familiale. C'était mes parents ici, avant que ce soit moi. Eux, ils ont jamais failli, ils n'ont jamais fléchi. Je me sens un petit peu investi de cette même responsabilité. Cette année encore, mais avec plusieurs semaines de retard, la tradition des rives du lac Léman est respectée. Reste une incertitude qui pourrait assombrir une situation économique déjà fragile. Les amoureux des terrasses et de la gastronomie lémadique répondront-ils présents pour partager ensemble ces instants inscrits plus que jamais dans la tradition? En tout cas, ça donne envie, ça c'est sûr. Une dernière information avant de conclure ce journal. Vous avez jusqu'à ce soir, 23h59 précisément, pour réaliser votre déclaration d'imposition en ligne. Et pour les déclarations papier, vous avez jusqu'à ce vendredi 12 juin pour les envoyer. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien, notre réalisateur présent en régie. À 19h, nous diffusons le documentaire Pyrénéiste réalisé par Jean-Michel et Maxime Jorda. Partez à la découverte des Pyrénées, de la mer à l'océan, en passant bien évidemment par les sommets. On se retrouve demain sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée.